Bonjour, Azuf Lawen, salam alaikum. Hier, j'ai eu le plaisir de participer à un débat sur la chaîne Al-Magharibia et je vous invite à suivre ce débat qui a porté sur une partie de l'entretien qu'avait accordé Al Jazeera à Tebboune, et non pas le contraire, puisque c'est Tebboune qui était demandeur. Et cette partie du débat concerne la presse et l'excellence du déni de ce que manifeste Abdelmadjid Tebboune, disons le supposé président de la République. Voilà, merci. Je vous invite donc à suivre ce débat et je mis directement donc ce débat que je vous invite à suivre. Voilà, on va le chercher ce débat. Quotidiennement la même terminologie sans avoir l'intelligence de la renouveler. L'argument avancé par M. Tebboune pour justifier une liberté de la presse inexistante, le nombre de titres de presse. L'Algérie comptait 8500 journalistes, 180 quotidiens et 20 chaînes de télévision privées, en sus d'autres médias, soutenant que l'État n'a jamais imposé de restrictions à leur encontre, soutient-il sans craindre d'être contredit. Oublie-t-il que le nombre ne fait pas la pluralité ni le pluralisme. Qu'il le veuille ou pas, l'histoire retiendra que sa nouvelle Algérie, la presse est dévote, sont tranchants. Les journalistes sont embastillés, emprisonnés et traités avec mépris par la personne du chef de l'État en premier, qui qualifie Ihsan al-Qadi de Khabarji avant et après sa condamnation. Il souligne que ces médias critiquent l'État. Qui sont ces titres qui critiquent son pouvoir? Aucun. Aujourd'hui, en Algérie, aucun journal ne se risque de souffler la moindre critique de Tebboune et ses éléments. Pire, l'écrasante majorité des médias sont devenus des outils de propagande instrumentalisés comme vecteurs de haine et de désinformation. M. Tebboune a indiqué que les critiques sont les bienvenues à travers la proposition d'idées alternatives et de plans économiques différents de ceux adoptés par le gouvernement. Mais, avertit-il, sentencieux, les insultes et la défense des intérêts étrangers ainsi que la perception de fonds étrangers est chose inacceptable. M. Tebboune ne supporte pas les ONG qui lui rappellent certaines vérités. L'Algérie nouvelle de M. Tebboune est le cimetière de la liberté de la presse. Il a radoté les vieilles ficelles et parlé avec moque d'une Algérie qui n'existe que dans sa tête. Là, nous avons coupé le son pour une histoire de droit d'auteur, parce que le fond sonore est protégé par les droits d'auteur. Voilà pourquoi j'ai coupé le son. Il sera rétabli une fois ce passage terminé. La presse Tebboune et l'excellence du Dini, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Hicham Aboud, journaliste militant politique. Il est avec nous via Skype depuis la France. Hicham Aboud, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik ou Sahar Mdani.
Bonsoir Nasser, bonsoir à tous les téléspectateurs de Magharibia. مرحبا بكم انتم تاني صحة رمضانكم كامل. C'est un plaisir de retrouver El Magharibia pratiquement de manière régulière. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi le plaisir d'accueillir Maître Issa Rahmoun, vice-président de la FID, la Fédération internationale des droits humains. Il est avec nous aussi depuis la France via Skype. Maître Issa Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Maître. مساء الخير سي نصر عزول صحة رمضانكم. Mes salutations, c'est Hicham Aboud. Au personnel de Magharibia, aux téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Très bien. Merci beaucoup, Maître, d'avoir accepté l'invitation. On aura donc dans la deuxième partie notre confrère Karim Kebir, qui est journaliste ancien, rédacteur en chef du journal Liberté. Il sera avec nous aussi dans cette émission. Hicham Aboud, je vais commencer cette émission avec vous. On va revenir par rapport à l'interview qui a été accordée par Abdelmajid Tebboune à Al Jazeera Podcast. Bien sûr, beaucoup de choses ont été dites, mais surtout aujourd'hui, on va essayer de revenir sur ce qui a été dit sur la liberté de la presse, sur les médias. Avant de vous donner la parole, bien sûr, on va essayer mais aussi sur l'Amnesty International. C'est très important parce qu'il a dit une chose auparavant, il dit son contraire aujourd'hui. On écoute Tebboune par rapport donc à la question d'Amnesty International et je reviens à mes invités très rapidement. International قلتها لك انا جاوبتك توت على امنستي انترناسيونال ماذا بيا يقوموا القائمه على اغتيال شيرين ابو عقله مش على خبرجيه نتاعهم هنا. قاموا بذلك ولكن اصطدموا بالرفض الاسرائيلي. ايوه وانا جيتك سهل. انا ثاني تصطدم بالرفض نتاعي. نفس الشيء. ده هو نقول لك امنيستي انترناسيونال انا شخصيا نحترمها. علاه امنيستي انترناسيونال بينوا في وقتات باللي ضد الحرب وضد الاسلحه وضد هذه وداروا. Donc, c'est deux déclarations différentes qui contredisent un contrat, si on peut dire. Hicham Aboud, comment vous avez trouvé donc cette interview et comment peut-on voir les positions de Tebboune qui n'arrête pas de changer d'une interview à une autre? D'abord, mes chaleureuses salutations à Issa. Et ça sera un plaisir d'animer ensemble cette rencontre. Pour ce qui est de l'entretien, il faudrait d'abord souligner que cet entretien a été réalisé immédiatement après celui qui a été diffusé sur Al Jazeera le 23 mars. C'est-à-dire qu'à la fin de l'interview, voyant qu'il n'avait eu que 26 minutes d'entretien, Tebboune s'était fâché et s'était emporté en disant qu'il n'avait pas eu suffisamment de temps pour parler, etc. Or, il ne connaissait pas que dans les médias, comme à la télé, on programme des sujets de 26 minutes, 52 minutes, 16 minutes, et on ne peut pas lui donner le libre cours à ses délires, sans limite de temps. Donc, pour trouver un compromis, Khadija Ben Ghedam lui a proposé de faire une autre interview. Et d'ailleurs, on voit bien, d'ailleurs moi j'ai montré sur ma chaîne hier, où on voit bien la même tenue vestimentaire de Khadija Ben Ghedam et de Tebboune, la même cravate, la même chemise, la même veste. Khadija, c'est la même chose, le même décor, dans la même place, et même elle a repris quelques passages de sa présentation. Et quand elle a dit que c'était pour Jazeera Podcast, il n'a pas compris que Jazeera Podcast, ça veut dire c'est la chaîne YouTube de Jazeera. La chaîne YouTube de Jazeera Podcast, jusqu'à hier matin, elle était à 9000 et quelques. À l'après-midi, elle était à 10 000 abonnés. Une chaîne à 10 000 abonnés qui interviewe un chef d'État qui accepte de passer sur une chaîne dont l'audience est des plus réduites, c'est une aberration.
Ceci donc pour dire que cette interview lui a été accordée pour lui faire plaisir, parce que c'est lui qui a demandé à ce qu'il soit interviewé par Al Jazeera. Maintenant, pour ce qui est de ces déclarations. D'ailleurs, je l'ai écrit dans le site d'information espagnol Atalaya, qui diffuse en anglais, français, espagnol. Écrit, c'était un véritable délire. Tebboune dit du n'importe quoi. Il n'a pas de chiffres, il n'a pas d'arguments, il n'a rien du tout. Il parle, c'est comme s'il était dans un café. D'où ces contradictions. Et d'où aussi son ignorance de beaucoup de choses. Pour parler de Amnesty International, je connais, d'Amnesty International, il dit il n'avait qu'à enquêter sur l'assassinat de Shirine Abu Akleh. Il ne savait pas que ça a été fait. Et Khadija Ben Ghedel lui dit, oui, ça y est, mais Israël s'est opposé. Alors, quelle a été sa réaction? Indigne d'un chef d'État qui se dit soutien indéfectible de la cause palestinienne. Il dit, eh bien, moi aussi, je fais la même chose. C'est-à-dire qu'il ne s'indigne pas, il ne dit pas, mais c'est pas possible que Israël refuse, s'oppose à ce qu'elle soit condamnée, à ce que... Non, il dit, moi aussi, je fais comme Israël. Il se met au même niveau qu'Israël en matière de violation des droits de l'homme. Donc, moi aussi, Israël a violé, moi aussi, je viole. Voilà, donc, Israël est un État voyou, moi aussi, je suis un État voyou. De toute façon, lui, il est beaucoup plus voyou qu'Israël. Israël, au moins, il respecte leur loi. Et donc, cette réaction concernant Amnesty International révèle deux aspects. Un, son ignorance des activités d'Amnesty International et de son investigation menée concernant l'assassinat de Shirine Abu Akleh, et sa réaction quand on lui dit que Israël s'est opposé, ben, moi aussi je m'oppose. Donc, il ne s'indigne pas, il ne dit pas non, c'est pas normal. De toute façon, il doit avoir un sentiment négatif vis-à-vis d'Israël. Il dit non, non, moi je m'aligne sur Israël. Je fais comme Israël. Voilà. Pour le reste de l'entretien, c'était un véritable délire truffé de mensonges. Jamais vu un président mentir autant que hier. Je l'ai passé, je l'ai décortiqué phrase par phrase. Chaque phrase qu'il prononçait, c'était un mensonge. C'était terrible. Très bien. Restez avec nous, Hicham Aboud. On va revenir aussi sur la question des libertés, mais aussi la liberté de la presse. Je vais revenir à vous, maître. Mais avant de vous donner la parole, on va écouter donc ces déclarations de Abdelmadjid Tebboune pendant cette interview de Al Jazeera podcast. Il a parlé d'une affaire un peu bizarre. Il a parlé d'un avocat, il ne l'a pas nommé. On l'écoute. اليوم نحاول نبنوا يعني جمهورية على أسس جديدة بمقاييس أخرى عصرية. اليوم تحتمي بالأجنبي يروح الله يسألك. أنا لما واحد محامي يمشي يدخل في بروكسل في المقر نتاع الحلف الأطلسي ويطلب المساعدة، هذا الحركة أهون منه. Donc vous confirmez que vous avez été reçu au siège de l'OTAN? Jamais. Mais l'OTAN, écoutez, moi, je suis confiné chez moi à quelque chose comme 30 km de Bruxelles et je n'ai pas bougé de chez moi. Tout ce que j'ai fait comme démarche, par exemple, je les ai fait par Internet concernant mes affaires personnelles, mon courrier, mes factures et tout ça. Je paye par Internet. Je n'ai jamais été reçu par l'OTAN. Je n'ai pas demandé à être reçu par qui que ce soit et personne n'a demandé à me recevoir ou à communiquer avec moi sur quelques sujets qui concernent l'Algérie. Maître Issa Rahmoun, c'est des accusations très graves. Bien sûr, on a entendu la réponse de Salah Debbouze, parce que c'est une ancienne accusation, mais il est revenu sur ça, Abdelmadjid Tebboune, dans son interview. Votre réaction, maître?
Je نقول لك سي ناصر, en fin de compte, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout ça? Qu'est-ce que le peuple algérien a fait pour que l'État aujourd'hui soit représenté par un chef de l'État et entendre tous ces discours? Une révolution algérienne qui était très importante au niveau international, qui était une source d'inspiration pour beaucoup d'États du monde. La Mecque des révolutionnaires de l'époque. Une résistance pacifique durant les années de plan, durant les années de dictature, une résistance assez importante. Un message de réconciliation du peuple algérien, de l'opposition durant les années 90, quand la guerre civile était là. Un Hirak, la révolution du sourire qui a rassemblé les Algériens, qui avait ces messages d'espoir pour la construction politique, pour la construction d'un pays de liberté, un pays de droit. Et en fin de compte, tout ça, on récolte que ce genre de discours des chefs de l'État qui est à la limite d'un cas de désespéré en termes de psychiatrie. C'est un cas psychiatrique désespéré. Il ne faut pas s'attendre aujourd'hui à ce que le chef de l'État va comprendre c'est quoi l'OTAN, ses attributions, les relations que doivent avoir un État vis-à-vis d'institutions internationales, de pays, d'États qui se respectent, en étant un chef de l'État. Est-ce qu'il reflète, est-ce qu'il a le charisme, le riha, qui m'a dit le bled, raïs daoula. On est arrivé à ce stade. Qu'est-ce que le peuple algérien a fait pour essuyer tous ces échecs, à entendre tout. D'ailleurs, là, c'est Nassar, vous êtes en train de nous agresser, Al-Mararibia, en nous faisant écouter ce genre de déclaration. Même Thomas, vous êtes responsable, je le dis amicalement, de nos souffrances. Voilà, parce qu'en fin de compte, ça ne nécessite pas tout ça. Quand on entend Amnesty International, le double discours, ce double standard, ça me rappelle l'histoire d'Ashtaha, qui danse pour toutes les musiques, pour tous les tempos, pour tous les discours. D'une part, quand on voit Amnesty International élaborer, ou la FIDH, ou la Human Rights Watch, toutes ces ONG qui sont et pourtant crédibles, élaborer des rapports sur les exactions, les atteintes aux droits humains au Sahara occidental, qui est otage de deux pays, il faut le dire, du Maroc et de l'Algérie. Ils exploitent ça d'une manière à dire que voilà, les ONG sont contre le royaume marocain. Et quand il s'agit de l'Algérie, ces ONG sont dénoncées tambour battant. D'ailleurs, Khadija, qui est une militante de l'AMDH, de l'Association marocaine des droits de l'homme, Khadija, j'ai oublié son nom, et était à chaque fois insultée et dénigrée par le régime algérien quand elle dénonce les cas d'exaction, de violation des droits de l'homme en Algérie. Et quand un rassemblement était organisé par l'AMDH pour dénoncer les pratiques non démocratiques et les atteintes aux droits humains au Sahara occidental, elle passe dans la presse algérienne, dans les médias, la télévision algérienne. Ouais, ce double standard qui nous renseigne, c'est plus qu'une paranoïa, c'est du délire, c'est de l'absurdité. Un État, quand on dit un État, c'est des institutions, c'est une diplomatie, c'est un charisme, c'est une diplomatie parallèle aussi. C'est une force économique, c'est une force culturelle, sociale, c'est des libertés à l'intérieur du pays. D'ailleurs, un État fort, c'est l'État qui permet à tous les journalistes de s'exprimer. On a vu Darmanin, comment il était attaqué par les ONG de la société civile en France, quand il avait déclaré que les subventions assurées par l'État français pour la Ligue des droits de l'homme, on doit revoir notre manière et probablement annuler ces subventions de l'État. C'est toute la société civile française qui ont répondu à Darmanin et à la limite du pardon,
il s'est repenti. Donc, dans un État qui m'a le nôtre avec un chef de l'État, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir Maître Issa Rahmoun, pourquoi donc cette théorie du complot qui revient souvent en Algérie, et surtout qu'elle est utilisée comme épouvantail par le pouvoir en Algérie? Pourquoi donc aussi ces attaques répétitives contre les ONG qui défendent les droits de l'homme, comme vous l'avez dit? Pourquoi d'après vous? Alors ces comploteurs ont démontré leur échec. Mais 62, vous mettez le complot sur l'Algérie. Mais 62, ces comploteurs, ces États, ces ONG, l'Ayad al-Kharijiyya, ce bourreau international, en fin de compte, c'est des comploteurs qui ont essuyé, qui ne sont pas dignes d'avoir cette domination de comploteurs. Parce que les Lions, ils n'ont pas réussi à renverser le régime algérien. Le seul comploteur aujourd'hui qui a renversé la volonté populaire, et je vois l'article 7 et 8, un aflaf qui défile dans la marche, c'est le régime algérien. C'est le régime qui a fait plusieurs coups d'État, qui a opéré plusieurs coups d'État sur la souveraineté populaire, sur la construction politique, sur l'épanouissement du peuple algérien. Donc aujourd'hui, le seul danger que traverse la volonté populaire en Algérie, c'est le régime actuel. Très bien. Restez avec nous, Maître Issa Rahmoun. Hicham Aboud, il a aussi parlé de la liberté de la presse et dans ce sens, on va écouter ce qu'il a dit à Khadija Benguena donc dans cette interview accordée à Al Jazeera Podcast. لو كان بغينا حبوا التضييق في 180 جريدة يومية كلها تطبع أو أغلبها 99% تطبع في مطابع حكومية حتى المعارضة؟ يصير كلهم وأغلبهم عندهم مديونية عند المطابع كان نحبوا نضايقوا نستعمل القانون التجاري قال ماكش تدفع ما نطبع لكش هذا هو استعملنا ولا استعملناها حتى في بعض الأحيان المدراء تاع المطابع يشتكوا وعندنا عجز وعندنا قال شوفوا عوضوهم كيفاش تعوضوهم. Une question que vous connaissez très bien, Hicham Aboud. D'après vous, l'argument de Tebboune qui revient souvent quand on essaye donc de parler de la question de la liberté de la presse en Algérie, il dit qu'on a bien sûr plus de 8500 journalistes, il y a plus de 180 quotidiens, il y a plus de 20 chaînes privées en Algérie. Mais où est le problème s'il avance tous ces chiffres? Si on est loin de l'Algérie, on se dit que c'est un pays qui est très ouvert, c'est un pays où il y a de la liberté de la presse. Hicham Aboud. Permets-moi un instant avant de répondre à cette question. Je reviens un petit peu sur la question de l'OTAN. Quand il dit de Maître Saleh de Bose, c'est un harki, il traite de harki parce qu'il a été au siège de l'OTAN. Supposons qu'il a été. C'est-à-dire que l'OTAN est un ennemi. Alors pourquoi l'Algérie est représentée annuellement en qualité d'observateur aux réunions de l'OTAN, traite avec l'OTAN, coopère avec l'OTAN, donc c'est l'ennemi. On ne doit pas coopérer avec lui. Absolument. Deuxièmement, libre à Maître Saleh de Bouze ou à moi-même ou à Maître Issa ou à n'importe qui de nous rendre au siège de l'OTAN. Il ne sait pas qu'au siège de l'OTAN, beaucoup de journalistes s'y rendent parce que là-bas, il y a une salle de presse. On téléphone gratuitement à l'étranger. Beaucoup d'Algériens qui allaient là-bas. Maintenant, ça s'est terminé, mais avant, dans les années 90, avant l'existence du WhatsApp, etc., ils allaient au siège de l'OTAN pour téléphoner
à leurs parents en Algérie. D'autres vont se renseigner, s'informer de ce qui se passe. L'OTAN, c'est un siège où il y a de l'information. Alors pourquoi cela dérange-t-il Tebboune si réellement Salah Tebboune a été au siège de l'OTAN? Maintenant, pour revenir à la question de la presse, se targuer d'avoir 180 titres, cela prouve qu'il y a anguille sous roche. Pourquoi? Nous sommes 40 millions. La majorité, aujourd'hui, ne lit plus la presse, parce que c'est une presse à sens unique. Une presse, aucun journal de toute façon, et aucune chaîne de télévision n'a osé dire dans quelles circonstances a été diffusé et réalisé cet entretien podcast. Ça a été réalisé le 20 mars pour être diffusé le 8 avril. Regardez la différence. Et c'est juste après l'entretien qui a été diffusé directement sur le Jazeera, la chaîne satellitaire. Personne n'ose dire, mais un chef d'État n'a pas à s'exprimer dans une chaîne YouTube qui compte 10 000 abonnés. C'est honteux, c'est dégradant, et pour lui, et pour le pays qu'il représente. Cette liberté de presse pour lui, c'est 180 titres. 180 titres, c'est un véritable gaspillage d'encre et de papier importé à coût de devises. Et ça revient très, très cher. Parce que la majorité des journaux tirés sur les imprimeries étatiques, comme il le dit, sont jetés. J'étais quand même en Algérie, j'avais 2 journaux. Il y a des journaux, la moitié des journaux qui sont tirés sur la SIA ou sur l'autre, leurs propriétaires ne viennent même pas les chercher pour les diffuser. Parce que à l'imprimerie, tu dois avoir une équipe. Moi, j'avais une dizaine d'ouvriers qui étaient là avec la ficelle, avec tout ce qu'il faut pour ficeler les journaux, pour compter les journaux, pour les envoyer, parce que après, il faut qu'on récupère les invendus. Il faut louer un local pour les invendus. Et il faudrait par la suite vendre les invendus au kilo pour récupérer un peu d'argent, parce qu'on paie. Donc, beaucoup de journaux ne font pas ça. C'est des journaux rentiers qui ont tous leurs accointances avec le régime. En dehors de 4-5 titres qui sont vendus, le reste, il n'y a rien du tout. Rien n'est vendu. Au contraire, ils profitent de la main de la publicitaire de l'ANEP et le reste, ça, ils ne cherchent même pas à écouler leurs produits. Eux-mêmes, ils ne lisent même pas leurs journaux. Donc, c'est pour dire qu'avoir 180 titres quotidiens ou hebdomadaires, ça ne veut rien dire. C'est un gaspillage d'argent, c'est un gaspillage de papier, c'est un gaspillage d'encre, et en plus de ça, ça permet d'enrichir illicitement des gens qui se disent patrons de presse et qui n'ont rien à voir avec la presse. Combien de directeurs de journaux signent un éditorial dans leurs journaux? Combien de journalistes ont-ils, pendant cette période, pendant les 3 ans de gouvernement de Tebboune, ont réalisé des interviews avec des ministres pour les interroger sur les différentes, sur la situation dans leur secteur? Combien de journaux ont traité de l'absence de projet économique depuis 3 ans? Il n'y a pas eu un seul projet économique. Et combien de chaînes de télévision a débattu des incohérences du système et des incohérences de l'opération de Tebboune? Très bien. Restez avec nous, M. Mahboud. On a été rejoint, je pense, par M. Karim Kbir, qui est journaliste, mais aussi ancien rédacteur en chef du journal Liberté. Karim Kbir, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Karim. Bonsoir et bonsoir à vos invités et à vos téléspectateurs. Karim Kbir, bien sûr, on a vu l'interview accordée de Al Jazeera Podcast de Abdelmajid Tebboune. Il a parlé sur les médias, il est revenu aussi sur cette
Déclaration qu'il a faite plusieurs fois, que la liberté de la presse existe en Algérie. Il faut voir le nombre de journalistes. Il a mentionné le chiffre de 8500 journalistes, plus de 180 quotidiens, aussi 20 chaînes privées. Avant de vous donner la parole, Karim Kebir, on écoute ce qu'a déclaré Abdelmajid Tebboune. ممنوعة خلاص خليناهم لأن في 3 سنين قبلهم اوف شور هذا خلاص راهم كل يفوتوا التداع البت يولي من الجزائر والا حبوا يختاروا القانون الدولي باش يولوا يبقوا مؤسسات اجنبيه عندنا هنا عنده الحق في مكتب ما عندوش الحق لا في الاشهار ولا في استجواب من حب وكيفاش يحب الى اخره. Bien sûr, il a mentionné cette nouvelle loi sur les médias en Algérie. Karim Kebir, comment peut-on évaluer la situation des journalistes, le travail des journalistes indépendants en Algérie, mais aussi la liberté de la presse? On va revenir bien sûr sur l'affaire de Ihsan Al-Qadi. Même l'ONU a réagi. L'ONU qui dit nous sommes très concernés par cette condamnation de 5 ans de prison avec dans 3 ans ferme, et que les autorités doivent respecter donc cette liberté d'expression. Karim Kebir. Il n'y a pas de liberté il n'y a ni liberté d'expression ni liberté de la presse. Je crois que fondamentalement, elle est liée à l'ouverture politique. Or, l'ouverture politique n'est pas dans l'agenda du pouvoir. On a vu l'évolution de la situation ces dernières années et comment elle a été marquée par une grande régression sur le plan de liberté, sur le verrouillage de l'espace politique, le verrouillage médiatique. Donc on ne peut pas objectivement aujourd'hui parler d'un système médiatique en Algérie. Du reste, il y a des journalistes qui tentent plus ou moins de faire leur travail, mais dans des conditions extrêmement difficiles, parce que d'abord, en amont, tout est verrouillé à travers les lois et à travers les monopoles sur la publicité. Donc aujourd'hui, tous les titres, les médias qui existent sur la scène médiatique, hormis 2 ou 3 peut-être sites qui essaient plus ou moins de faire leur travail comme il faut, c'est-à-dire du moins donner l'information quand elle est disponible, une information vérifiée, mais tout le reste se sont transformés en porte-parole de la voix officielle. Si vous consultez chaque matin tous les journaux et tous les sites, vous allez trouver que pratiquement ils reprennent tous la même information. C'est une information qui est ou de l'agence ou bien du discours officiel, mais jamais vous trouverez une enquête ou une remise, un article critique sur un projet de loi, sur des dysfonctionnements dans la distribution, par exemple, sur le plan économique. Il n'y a pas la moindre critique. Il n'y a aucun débat pratiquement. Regardez d'ailleurs les derniers projets de loi, comment ils sont passés sans qu'il y ait un débat, sans que la presse ne traite ce sujet. Donc aujourd'hui, on vit probablement la pire situation dans l'histoire de la presse algérienne. Une presse qui a perdu pratiquement toute sa crédibilité, puisque vous avez dû le constater, les autorités réagissent depuis quelque temps exclusivement à ce qui est produit sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire aujourd'hui, les réseaux sociaux se sont substitués à la presse parce que la presse a perdu une grande partie de son crédit. Donc les gens préfèrent s'alimenter à travers les réseaux sociaux. On a vu
On a vu quand même les réseaux sociaux, ils véhiculent quand même des fake news, il y a des montages photos, des fausses informations, et puis ça ne participe pas à la construction c'est-à-dire de la citoyenneté, ni à permettre à donner les instruments nécessaires aux citoyens pour se faire une opinion autour des enjeux et des questions qui les concernent au quotidien. Et pourtant, le ministre de la Communication, Karim Kebir Bousslimani, a dit que les portes sont ouvertes pour les opposants qui veulent participer à des débats télévisés. Les chaînes de télé sont ouvertes. Pourquoi donc ce déni? Pourquoi aussi dire une chose et la réalité est tout autre? Écoutez, encore une fois, c'est une question de culture, de gouvernance. Nous n'avons pas des dirigeants qui ont le courage et la capacité d'assumer les manquements, les lacunes, les insuffisances, les ratages. Depuis longtemps, on a tous les ministres qui se sont succédés, ou bien tous les dirigeants, ils nous ont toujours présenté un tableau relisant sur la situation sur ces différents volets, que ce soit politique, économique, social, sportive. Rappelez-vous, il n'y a pas assez longtemps, on nous promettait que Madagascar va devenir la Californie, on avait le meilleur système de santé en Afrique, on vit mieux qu'à New York, on vit mieux qu'en Suède. Vous savez, il y a à la base un problème de légitimité où les responsables ne se sentent pas redevables devant les citoyens. Donc, ils ne sont redevables qu'à ceux qui les ont nommés, au cercle qui les ont désignés. Donc, c'est pour ça qu'ils développent toujours ce discours, un discours nihiliste, un discours de déni qui ne restitue pas la réalité des choses. Parce que quand vous dites quand il dit que rien n'empêche les opposants, mais en fait derrière les télévisions ou bien les journaux ont peur justement d'inviter des opposants qui peuvent développer un discours contraire au discours officiel. Donc il y a une forme d'autocensure, mais il y a d'autres qui sont pratiquement formatés pour véhiculer exclusivement le discours du pouvoir. Cela sans compter la cohorte de ce qu'on appelle les mouches électroniques qui sont actionnées pour polluer le débat, pour empêcher que les gens aient une visibilité ou bien poser les vraies questions qui agitent le pays. Est-ce que pour vous, très rapidement, Karim Kebir, cette nouvelle Algérie dont M. Tebboune, bien sûr, a fait la promotion, est-ce qu'elle est devenue le cimetière de la liberté de la presse? Si vous comptabilisez le nombre de journalistes emprisonnés depuis 2019, ça vous donne déjà une image assez éloquente de la situation. Jamais, je ne pense pas, j'ai pas connu la période du parti unique, c'est-à-dire les années 70-80, où pratiquement c'était l'ère du parti unique, donc il y avait uniquement des médias qui existaient uniquement pour faire la promotion des projets socialistes, mais sinon, nous n'avons pas connu des journalistes emprisonnés, même durant les années 90. Bon, si l'on accepte les conditions sécuritaires difficiles dans lesquelles a évolué la presse, mais sinon, on n'a pas connu d'emprisonnement de journalistes. À l'ère de Teflika, il y avait uniquement Mohamed Benchikou qu'on a emprisonné pour son livre. Mais pour le reste, mais jamais on a connu autant d'emprisonnement depuis 2019. Il y a pratiquement, si je ne me trompe pas, une dizaine de journalistes qui ont été emprisonnés, sans compter ceux qui ont des problèmes aussi
soit des poursuites judiciaires, soit ils sont sous contrôle judiciaire. Donc ça, c'est un indice assez révélateur de l'état de la presse, sans aller à voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la question du contenu qu'on livre à la population. Il n'y a aucune question assez sérieuse qui est traitée par la presse algérienne aujourd'hui. Tous les sujets sont évités soigneusement. Je parle particulièrement, je pense par exemple aux appels à la grève, je pense par exemple à la question des haragages, je pense à la question des lois, je pense par exemple, vous voyez justement, vous avez évoqué tout à l'heure le cas Hassan Al-Qadi, voilà un sujet par exemple qui n'a pas été traité par la presse. Et pourtant, c'est un confrère dont d'autres... Et pourtant, il a été. Abdelmadjid Tebboune a même encore dit de lui Khabarji, même après sa condamnation. Oui, Khabarji, c'est devenu à la mode. C'est devenu à la mode. Donc, quand on veut quand on n'a pas d'argument pour accuser quelqu'un, forcément, on recourt à ce genre d'accusation. Mais ce n'est pas seulement. C'est une accusation qui est apparue dans la foulée du Hirak. Rappelez-vous qu'à chaque fois dans la stratégie visant à tuer le Hirak, on a sorti ces accusations d'infiltration, de main étrangère, de même de l'Akhdar Bourga. Exactement. Donc, ce sont des accusations justement pour ne pas réellement appuyer certaines décisions qui sont contraires aux valeurs universelles. Merci Karim Kebir. Merci beaucoup d'avoir participé dans cette émission. Atek Saha Karim ou Saha Ftorek. Maître Aïssa Rahmouch, je vais revenir à vous. Comment le régime continue donc dans cette politique de répression, dans ce déni, malgré donc on voit les ONG qui réagissent. On a vu bien sûr votre fédération, les ONG qui défendent les droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme, même l'ONU par rapport à la question de Hassan Al-Qadi. Pourquoi donc il arrive à continuer dans cette politique de répression, cette politique de déni? Pourquoi d'après vous, donc, maître? Je pense que le régime est assez fragile actuellement et c'est un régime finissant parce que les régimes qui arrivent à se redéployer, à voir ce que Mouloud Hamrouch appelle le pouvoir de négociation et de gestion, sont des régimes qui n'ont pas eu des recours, ou du moins à la violence législative, aux arrestations tout azimut, à la domination et à la peur dans la société, dans les populations. Donc c'est un régime qui n'est pas très sûr de lui-même parce qu'il a une peur bleue de voir encore une fois les Algériens dans la rue, de voir encore une fois des mouvements s'organiser. Et c'est pour cela que le recours à ces pratiques arbitraires qui sont les accusations fallacieuses, souvenez-vous, 3 amendements ont été opérés sur le code pénal et les procédures pénales qui sont très importantes. Le décret présidentiel 79-19 qui donne plus de prérogatives à la police judiciaire de la DCSA, de l'ex-DCSA, ou de la police politique, il faut le dire, et ce pour enquêter même dans les affaires de droit commun. L'article 95 du Code pénal qui était amendé pour ce qu'on appelle communément le délit de solidarité, mais aussi l'article 87 bis, qui est un article très très vague, très souple et élastique à la fois, pour ainsi mettre sous l'accusation du terrorisme tout opposant, toute velléité d'opposition au régime actuel. Donc c'est un régime qui a peur, c'est un régime qui est finissant. Déjà biologiquement,
le régime arrive à son terme. Ou sinon, il faut dire qu'il y a une conjoncture internationale qui a permis que le régime se maintient actuellement avec deux leviers. Un levier international et l'autre un levier, comme je l'ai expliqué en interne, c'est la violence législative, la violence judiciaire, la violence policière, les arrestations arbitraires, les dissolutions d'associations et d'organes de presse qui sont indépendants et autonomes à la fois. Au niveau international, ils ont profité de deux conjonctures. Et ça, c'est pas seulement en Algérie, c'est tous les régimes autoritaires ou bien les régimes dits démocratiques qui glissent vers l'autoritarisme en ce moment, et on le voit en Europe et en Amérique notamment. C'est la pandémie du Covid-19 qui a accéléré cette démarche effrénée du régime vers un système plus durci et autoritaire, mais aussi la guerre en Ukraine qui a rendu aujourd'hui l'Algérie fréquentable sur le plan international, parce qu'en Europe, principalement, comme l'alimentation en gaz, qui est une énergie assez importante en Europe, est assurée par la Norvège et l'Algérie, entre autres. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, le régime est qui du moins dans les années, les toutes prochaines années à venir, que de céder la place et arrêter d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Parce qu'un avenir plus beau, l'espoir est permis pour les Algériens. Très bien. Restez avec nous, Maître Issa Rahmoun. Hicham Aboud, est-ce que vous partagez l'avis de Maître Issa Rahmoun qui dit que ce pouvoir n'a aucune chance de perdurer dans le temps, certes que les conditions géopolitiques l'ont rendu fréquentable, il dit. Est-ce que vous partagez cet avis malgré cette situation qui beaucoup d'observateurs ont tiré la sonnette d'alarme concernant donc la situation politique, mais aussi la situation des abus des droits de l'homme? C'est normal que je partage cet avis parce que ce régime est vacillant, ce régime est à l'agonie. S'il n'était pas à l'agonie, il ne va pas avoir peur de tout le monde. Vous savez, c'est un régime qui ferme les stades. Aujourd'hui, la JSK joue contre le Paradou. Le Paradou, d'habitude, reçoit au stade de Darbeda et avec son public. La JSK vient jouer, eh bien, on décrète un huis clos. Qui a décrété le huis clos? D'un côté, on nous dit c'est le wali délégué de Darbeda qui, pour des raisons sécuritaires, a décrété le huis clos. D'un autre côté, on nous dit non, c'est le Paradou qui a voulu que ça se joue sans public. Quelle est cette équipe, ces clubs de football qui acceptent de jouer sans public? Or, la question est connue. Ils ont peur des supporters de la JSK à Alger. S'ils ont fait la même chose quand la JSK a joué contre le Wydad de Casablanca, au lieu que la JSK accueille son équipe adverse à Tizi, on l'envoie à Alger et pour jouer de nuit, croyant qu'il ne pouvait pas y avoir de monde. Il y a eu quand même beaucoup de supporters de la JSK. Les mosquées sont fermées. Les mosquées sont fermées, notamment la grande mosquée d'Alger qui est fermée. Pourquoi? Eh bien, aujourd'hui, on nous dit qu'ils attendent à lever des réserves techniques. Cette mosquée est prête depuis 2019. Elle devait être inaugurée au mois d'avril 2019 par Bouteflika. Aujourd'hui, on découvre qu'il y a des réserves techniques et 3 ans n'ont pas suffi pour lever ces réserves techniques. Or, en réalité, ils ont peur qu'il y ait un grand nombre, un rassemblement d'un grand nombre de fidèles qui risquent d'exploser et de relancer le Irak. Au stade du 5 juillet où joue le Mouloudia, vous savez, un derby Mouloudia-Usma auquel n'assistent que 9000 spectateurs. Or, d'habitude, c'est la fiesta dans les tribunes. Tout ça parce qu'ils ont peur du peuple. Donc, c'est un régime qui est à l'agonie, c'est un régime qui a peur. Mais, pour qu'il ne perdure pas, pour qu'il tombe, il faudrait qu'il y ait une mobilisation et au plus vite, c'est mieux. Et le plus tôt, c'est mieux.
Merci beaucoup et désolé de vous avoir pressé. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci Hicham Aboud, journaliste, militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci aussi à Maître Issa Rahmoun, vice-président de la FID, Fédération internationale des droits humains. Vous étiez avec nous depuis la France via Skype. Merci aussi à Karim Kebir, journaliste, ancien rédacteur en chef du journal Liberté. Il était avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Sahaf Torkum, bqaw ala khair.